L'abeille domestique, notre ami, notre allié. Une série documentaire réalisée et présentée par Aurélien Haussé. Bonjour, aujourd'hui nous allons voir quels sont les travaux de recherche actuels à l'égard de l'abeille domestique. Pendant longtemps, l'abeille domestique fut un insecte inabordable et inaccessible. Ce n'est qu'à partir du XVIIe siècle que commencent à se développer les recherches théoriques sur l'abeille et son comportement. À ce moment-là, le naturaliste italien Federico Cesi l'examine au microscope pour la première fois. Charles Butler, scientifique britannique, publie en 1623 l'ouvrage De la monarchie féminine ou une histoire des abeilles, première étude scientifique complète sur les abeilles. Les travaux sur la biologie et le comportement de l'abeille domestique ont par la suite, par exemple, permis en 1919 à l'ethnologue autrichien Karl von Frisch de mettre en évidence les danses de l'abeille, des travaux qui font toujours aujourd'hui référence, comme nous l'avons vu. Aujourd'hui, il faut savoir que les travaux de recherche sur l'abeille englobent principalement trois sphères. Celle de la biologie et du comportement, afin d'améliorer les connaissances sur sa physiologie, son alimentation ou ses formes de communication. Par exemple, en 2013, des chercheurs allemands ont découvert que grâce à leur antenne, les abeilles sont capables de détecter les champs électriques de leurs voisines et d'en obtenir des informations. Ces travaux de recherche actuels, à l'égard de l'abeille domestique, englobent aussi les produits de la ruche et leur composition afin d'affiner leur utilisation dans le cadre de l'apithérapie. Nous avons vu par exemple lors d'un précédent numéro que les études récentes mettent en évidence la mélitine, cette protéine provenant du venin d'abeille, une molécule qui pourrait s'avérer très utile dans la lutte contre le sida ou contre le cancer. Enfin, les travaux de recherche actuels à l'égard de l'abeille domestique sont aussi conduits pour comprendre les facteurs et les mécanismes qui entrent en jeu dans le déclin des populations d'abeilles que nous connaissons, par exemple en étudiant les effets des pesticides à base de néonicotinoïdes ou les synergies possibles, mais aussi pour trouver des alternatives ou soutiens aux abeilles dans la pollinisation. Cette pollinisation est à la base d'une certaine biodiversité, mais aussi d'un tiers de notre alimentation. En 2008, des chercheurs de l'INRA et du CNRS ont estimé que la valeur monétaire de l'activité pollinisatrice se chiffre mondialement à 153 milliards d'euros par an. Si la plupart des études portent aujourd'hui sur l'abeille domestique Apis mellifera et Apis cerana, elles peuvent aussi concerner des pollinisateurs sauvages, comme par exemple les bourdons du genre Bombus. Il ne faudrait pas arriver dans un monde sans abeilles. Ceci n'est pas sans rappeler la formule « Si les abeilles venaient à disparaître, l'humanité n'aurait plus que 4 années devant elle ». Pour la petite histoire, cette citation est attribuée à Albert Einstein, mais c'est, d'après la littérature, une citation apocryphe, c'est-à-dire que cette attribution est fausse. Einstein n'aurait jamais tenu de tels propos. Cela dit, c'est vrai, sans les abeilles, notre alimentation serait fortement impactée, et aujourd'hui, les colonies d'abeilles s'effondrent partout dans le monde. Nous avons malheureusement un exemple de région où les abeilles ont disparu. Dans cette région, la pollinisation se fait désormais au pinceau. Il ne s'agit pas de celle des petites cultures comme celle de la vanille, mais de celle des arbres fruitiers. Cette situation est celle du Sichuan. C'est une province du centre-ouest de la Chine. En effet, toutes les abeilles ont disparu de tous les vergers. Les abeilles sauvages ont été privées de leur habitat naturel, comme les forêts, et décimées par l'usage intensif et abusif des pesticides par les cultivateurs, hélas, peu éduqués sur la question. Vu la situation, les apiculteurs ont également retiré leurs ruches et refusent désormais de les louer pour la pollinisation de ces arbres. Ce sont donc des hommes et des femmes qui pollinisent les fleurs des pommiers et des poiriers dans les arbres
munis d'un pinceau et d'une fiole de pollen. Afin de contrer les effondrements des colonies d'abeilles domestiques, un marché international de reines résistantes et productives s'est mis en place. Ce n'est pas forcément une bonne solution, puisqu'en parallèle, les échanges peuvent favoriser l'introduction d'agents biologiques comme des maladies, des parasites et des prédateurs. Ainsi, devant le constat des ruches décimées, certains chercheurs et agriculteurs focalisent aujourd'hui leur attention sur des pollinisateurs alternatifs. Comme nous l'avons vu, les abeilles sauvages, près de 2000 espèces en Europe, comme par exemple Osmia bicolore, participent aussi à la pollinisation. D'autres insectes y contribuent également, comme des papillons, des coléoptères, des guêpes ou encore des mouches. Une étude internationale publiée en 2013 révélait que ces insectes sont 2 fois plus efficaces pour induire la formation des fruits que l'abeille domestique. Ceci repose tout simplement sur l'anatomie de l'insecte. L'abeille dite domestique, rappelons-le, a été à l'origine un rucher pour sa capacité à produire du miel et non pour la pollinisation, participation qu'à ce moment-là l'homme d'ailleurs ignorait peut-être. Ceci ne doit pas induire son désintérêt dans les vergers. Il ne s'agit donc pas, dans cette philosophie, de remplacer notre abeille domestique, mais plutôt de compléter son travail. Les insectes sauvages sont aussi sensibles aux pesticides, mais ils sont moins touchés par les prédateurs, parasites et les maladies. Ils possèdent aussi une grande diversité génétique. Certaines osmies sont élevées au Japon et aux États-Unis pour polliniser les arbres fruitiers. Des travaux portent actuellement sur Osmia linaria pour développer son usage afin de suppléer l'abeille mellifère. La mouche verte, Luciala sericata, est commercialisée en Europe pour la production de semences de légumes. Des colonies de bourdons, à savoir Bombus terrestris, sont utilisées sous serre pour polliniser les cultures d'aubergines et de tomates. Toutefois, contrairement à l'abeille domestique, les abeilles sauvages ont leurs limites, comme par exemple leur spécialisation sur un ou quelques types de plantes, ce qui oblige à réaliser un travail de sélection et de semi-domestication pour chaque type de culture. Il faut faire attention aussi à l'introduction d'espèces. Par exemple, le bourdon Bombus terrestris, originaire et commun en Europe, introduit en Patagonie pour polliniser les avocatiers, est devenu là-bas invasif, mettant à mal les autres populations de bourdons. La littérature révèle que d'autres maladies que celles que nous avons mentionnées lors de précédents numéros sont en cours de découverte. Mais apparemment aussi, certaines sont apparues puis ont tout simplement disparu sans explication scientifique, peut-être sous certains traitements destinés à d'autres maladies. La sélection de races résistantes à certaines maladies comme la loque est une piste encore au stade de laboratoire, mais qui pourrait être très intéressante. Des études permettent aussi de mieux observer le comportement des abeilles. Par exemple, l'abeille domestique asiatique Apis ceranae sait résister aux champignons Nosema, aux frelons à pattes jaunes et sait faire face aux varroa destructors. L'abeille africaine sait aussi repousser le petit coléoptère de la ruche, ce que ne sait pas encore faire l'abeille européenne Apis mellifera. Apparemment, même si ses prédateurs et ses parasites lui tombent rapidement dessus, elle pourrait apprendre progressivement à s'en débarrasser et à résister. Enfin, pour étudier l'abeille domestique, de nombreux laboratoires sont en étroite collaboration, comme par exemple l'unité abeilles et environnement de l'INRA d'Avignon, dont l'axe de recherche majeur est l'étude des causes du déclin des populations d'abeilles et ses conséquences sur la pollinisation, ou encore l'unité expérimentale d'entomologie de l'INRA Poitou-Charentes. Il existe aussi un outil unique au monde pour étudier l'abeille dans son milieu, Ecobi. Ecobi est un laboratoire de 45 000 hectares, lieu de rendez-vous de chercheurs et experts de tous horizons,
permettant des programmes comme par exemple Polynove, qui permet la conception et l'évaluation des systèmes de culture innovants favorables aux colonies d'abeilles. C'était l'abeille domestique, notre ami, notre allié. Une série documentaire réalisée et présentée par Aurélien Hosset.